Alors, j'ai choisi la troisième de Brahms, l'enregistrement enfin, c'est un public, en l'occurrence, de 1949. Et dans la version que je recommande, l'édition que je recommande, c'est celle d'Audité, donc qui est soit disponible dans un gros coffret, soit qui a été édité, je crois, pour le marché japonais en SACD, mais je ne suis pas sûr qu'on la trouve encore. Et en fait, je voulais absolument un enregistrement de Furtwängler dirigeant Brahms, et pour deux raisons. D'abord, je trouve que c'est la plus belle osmose qu'il y ait eu entre Furtwängler et un compositeur, avec peut-être Wagner et Bruckner. Mais vraiment, Brahms, les partitions et symphonies de Brahms, et même les variations Haydn d'ailleurs, c'est vraiment ce qui permet le plus, je trouve, à l'art de Furtwängler de s'épanouir dans toute sa force et dans toute sa complexité. Et en fait, la deuxième raison, elle est beaucoup plus prosaïque en un sens, c'est que j'ai tendance à penser, même si on n'est pas dans la tête de Brahms pour le vérifier, que l'orchestre post-romantique et la direction post-romantique de Furtwängler s'adaptent extraordinairement bien à l'esprit des symphonies de Brahms. Brahms, il permet vraiment à l'art de Furtwängler de s'épanouir pleinement. D'abord parce qu'il y a les passages d'une grande force, le tutti, le point culminant du premier mouvement, le dernier mouvement, évidemment, pour ne citer que, les deux mouvements qui encadrent, les deux mouvements centraux qui sont un peu plus modérés. Et donc, il y a cet aspect, il y a cette force, et puis il y a cet aspect organique, cet aspect, vraiment, c'est presque un protoplasme qui vit, c'est très intéressant chez Furtwängler. Et en même temps, il y a, dans les passages plus légers, il va alterner avec un côté aérien, il va laisser, et notamment par les variations de tempo, il va laisser le tissu orchestral respirer. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, mais le Brahms de Furtwängler, c'est sans doute le Brahms le plus complet, parce que la plupart des chefs, quand on les écoute, la plupart des grands chefs qui réussissent Brahms, ils vont aller sculpter, ils vont aller chercher le relief avant tout. Quand on écoute Mravinsky diriger le dernier mouvement, le troisième de Brahms, chaque attaque de corde, c'est un rasoir à chaque fois, c'est hyper tranchant. Alors que Furtwängler, lui, il va alterner, évidemment qu'il y a du relief quand il faut, mais il va alterner avec, il va autant peindre que sculpter finalement. Et de ce point de vue-là, ça donne quelque chose de beaucoup plus complexe que la plupart des autres chefs. Dans l'imaginaire collectif autour de Furtwängler, on imagine un chef au tempi assez lent, dont la lenteur permettrait d'exprimer cette expressivité qu'on retrouverait que dans la spiritualité, dans la métaphysique, etc. Et qui aurait besoin de lenteur pour ça. Or, Furtwängler variait constamment ses tempi. Et c'est intéressant de remarquer, là au Toscanini, qu'on associe à des tempi vifs, à une vivacité, à quelque chose de rapide finalement, il a dirigé le Parsifal le plus lent de l'histoire. Je crois que même Liva, il ne l'a pas dépassé. Et presque 5 heures de mémoire. Et alors que Furtwängler, lui, quand il dirigeait Parsifal, il le dirigeait en moins de 4 heures. Donc c'est la preuve que Furtwängler pouvait être très rapide et beaucoup plus rapide que Toscanini. Parce que ça dépendait, comme l'a dit Furtwängler à Civiliac, ça dépend de comment cela sonne. Et donc de ce point de vue-là, ça lui permet de laisser le tissu orchestral respirer ses variations de tempo. Et pour l'anecdote, dans le dernier mouvement de la quatrième de Brahms, de la troisième pardon, de Brahms de 49, c'est le plus rapide de la discographie. En tout cas, mis à part l'introduction et la conclusion qui sont effectivement plus apaisées, c'est le plus rapide. Et même d'ailleurs, dans le passage clé, dans le fortissimo du premier mouvement, il est aussi extrêmement rapide.